Les relations entre l'Union européenne et Israël à l'honneur ce soir puisque nous recevons l'ambassadeur qui dirige la délégation de l'Union européenne en Israël. Bonsoir Lars Faborg Andersen. Merci d'être dans ce studio. Comment est-ce que vous qualifieriez aujourd'hui les relations entre Israël et l'Union européenne ? Je crois qu'on peut les caractériser comme étant très fortes, très étendues. Elles s'adressent à de nombreux domaines économiques, scientifiques, politiques, sécurité même. Donc, ce sont des relations très étendues et très intenses. Alors, on est en pleine négociation, évidemment, en ce moment, sous l'égide des États-Unis, de négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. C'est un dossier extrêmement compliqué. Est-ce que vous avez l'impression que quand l'Europe prend position ou donne son avis sur quelques-unes des questions, elle complique les choses, comme on le dit parfois dans la politique israélienne, ou au contraire que c'est normal que l'Europe intervienne dans ce débat ? Je pense que l'Europe apprécie énormément les efforts de médiation entrepris par le secrétaire d'État John Kerry, qui était une personne extrêmement tenace. Et nous apprécions également les efforts du président Abbas et du Premier ministre Netanyahou. Le fait qu'ils s'engagent dans ces discussions, c'est quelque chose de très audacieux et qui est extrêmement important face à leur population, leurs électeurs, qui sont très souvent critiques des différentes positions qu'ils adoptent. On sait cependant très bien que l'Union européenne a sa position sur le processus de paix. Nos positions sont très connues et nous sommes en contact continu avec les Américains dans le cadre du quartet qui comprend donc également les Nations Unies et la Russie, et nous essayons tous de faire notre travail, d'appuyer ces négociations, et nous essayons également d'encourager les deux parties à progresser et à arriver à un accord très rapidement. Ouais, mais alors quand les Israéliens disent parfois on ne veut pas négocier sous la pression ou avec un pistolet sur la tempe, c'est l'expression qui revient parfois, parce que eh bien, ils entendent dire que si cela n'aboutit pas, eh bien, ils risquent de se retrouver isolés ou peut-être sous la menace d'un boycott international. Est-ce que vous comprenez leur position ? Je voudrais souligner, expliquer, dire que l'Union européenne n'encourage pas le boycott. Ce n'est pas la politique de l'Europe. Et ces efforts viennent d'ailleurs, ils ne viennent pas de l'Union européenne. Nous ne sommes pas en faveur de faire pression sur les partis. Nous pensons cependant que chacune des parties ressent la pression du moment et la pression de résoudre ce conflit sur base de leurs propres intérêts. Du côté israélien, nous savons que l'on réalise parfaitement en Israël que cela sera peut-être difficile à long terme de réaliser cette aspiration de conserver un État juif et démocratique si ce problème palestinien n'est pas résolu. Et il y a également cette réalisation que cela pourrait être dans l'intérêt d'Israël à long terme du point de vue de sa sécurité, qu'il y ait du côté palestinien un respect pour leur désir d'obtenir un État dont les Palestiniens rêvent depuis très longtemps. Et je crois que
le moment est favorable parce qu'il y a cet engagement très profond de la part de l'administration américaine et également parce qu'il y a un réalignement des intérêts dans cette région à la suite de tous les événements qui se déroulent dans la région. Est-ce que vous diriez aujourd'hui finalement le problème pour l'Union européenne, ça concerne surtout les implantations en Cisjordanie et que c'est vraiment le dossier le plus épineux? C'est là-dessus qu'il y a un vrai problème entre les deux pays? Ce n'est pas la source de tous les problèmes, mais l'on sait que l'Union européenne est très sceptique à propos de l'expansion de ces implantations pour certaines raisons. Tout d'abord, il y a le cadre national légal et puis il y a également les circonstances actuelles qui cela peut miner la confiance entre les parties et le fait également que cela peut compliquer du point de vue géographique la création d'une solution de deux États parce que ces implantations sont parsemés sur la partie occidentale et forment une sorte de morceau qu'il serait difficile de rassembler par la suite. Ouais. Alors justement, il y a actuellement une action, par exemple, de Palestiniens en Cisjordanie, du village de Batir, qui ont demandé à ce que ce village soit inscrit au patrimoine de l'UNESCO pour éviter que le mur de sécurité israélien ne vienne couper en deux ce village. Est-ce que vous appuyez justement cette demande de ces villageois? Nous n'avons aucune position à cet égard. Alors, ces négociations, pour l'instant, n'ont pas encore abouti. On en est loin. Il y a encore un accord cadre qui doit être trouvé. Néanmoins, on a vu que l'Europe a pris déjà des positions, par exemple en matière de coopération scientifique, en excluant de cet accord, en voulant exclure de l'accord les universités ou les entreprises qui seraient situées dans les implantations de Cisjordanie. Ça aussi, ça a été très mal reçu en Israël. Est-ce que là aussi, vous pensez que l'Europe a manqué peut-être de tact vis-à-vis d'Israël? Eh bien, je pense que nous devons nous concentrer sur le fait que nous voulons continuer cette tradition qui a commencé en 1996, selon laquelle Israël participe à ce cadre scientifique de travail dans le cadre de l'Union européenne, et cela pour le bénéfice mutuel de l'Europe et d'Israël à cause de cet aspect innovateur dans le domaine de la technologie en Israël, et cette participation est donc très influente et prouve qu'il faut collaborer ensemble. Et l'horizon 2020 est également un projet européen qui s'étend sur 7 ans, et je pense que dans toutes ces négociations, nous sommes arrivés à un accord selon lequel Israël peut participer à ce programme, cette partie d'Israël qui se trouve à l'intérieur de la ligne verte. Maintenant, en ce qui concerne ces institutions qui sont du côté israélien, mais au-delà de la ligne verte, ce sont des institutions très marginales à cet égard, et ce n'est pas quelque chose qui va influencer la participation globale d'Israël dans ce programme. Et il y a de nombreuses entreprises dans ces implantations qui étaient donc extrêmement intéressées par un programme scientifique et qui n'ont pas montré vraiment un grand intérêt. Aussi,
il est évident que nous n'avons pas encore lancé cette coopération, mais nous attendons et nous espérons qu'il y aura de nombreuses demandes de bourse de la part des Israéliens pour ce programme Horizon 2020. Alors c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant aujourd'hui. On constate que, M. Andersen, de nombreux pays européens viennent s'inspirer du modèle économique israélien, par exemple pour les startups. Et puis en même temps, on a vu des sociétés aux Pays-Bas, par exemple une banque, qui retirait ses fonds parce que justement il y avait ce problème de situation ou dans les implantations. Tout ça, c'est un peu, vous ne trouvez pas que c'est un paradoxe étonnant quand même? L'Europe à la fois veut s'inspirer du modèle israélien, mais en même temps, d'un autre côté, eh bien, veut s'en éloigner. Bien, je crois que si vous examinez nos statistiques commerciales, vous verrez que nos échanges commerciaux ont augmenté d'un beau pourcentage l'année passée. Nous avons également de nombreuses délégations qui viennent ici. Certaines délégations sont présidées par des présidents de commission, comme par exemple M. Tajani, qui est venu ici et qui a accompagné une délégation européenne qui s'intéressait aux nouveautés technologiques. Il y a également des sociétés, des entreprises privées et là, pour des raisons économiques, certaines de ces entreprises décident de ne plus investir en Israël et ce n'est pas là le problème de l'Union européenne. Elle ne peut pas intervenir et ces sociétés prennent leurs décisions sur des considérations, sur base de considérations économiques, sur base de raisons sociales. Pour l'instant, il n'y a eu que quelques sociétés, des banques et des fonds de pension qui l'ont fait. Ce n'est pas quelque chose que nous encourageons du côté de l'Union européenne et nous ne pouvons certainement pas contrôler cette situation. Un mot sur, il y a quelques jours, la visite du président du Parlement européen, M. Schulz, qui est venu prononcer un discours à la Knesset qui n'a pas été très bien reçu par certains députés qui ont quitté la salle. Est-ce que vous trouvez qu'il a eu raison de pointer du doigt une différence sur la consommation d'eau entre Israéliens et Palestiniens? C'est des chiffres qui étaient contestés un petit peu. Et je pense que c'était là un témoignage de la manière dont cette démocratie israélienne est vivante et vibrante. Chacun peut donner son opinion. Monsieur Schulz a fait un discours très pro-israélien, très enthousiaste, et il y avait une mention dans son discours à propos des ressources en eau et certains députés à la Knesset étaient très mécontents, ils l'ont montré, mais cela ne peut pas nous écarter de cette vision globale selon laquelle ce discours a été très bien reçu et que la grande majorité des membres de la Knesset ont trouvé ce discours très constructif et très positif en général. Je voudrais qu'on termine avec un mot, parce que ça commence demain à Vienne, des négociations importantes sur le nucléaire avec l'Iran. L'Europe, évidemment, y participe. Israël est très inquiet. Est-ce que vous trouvez que les Israéliens exagèrent le danger que représente l'Iran aujourd'hui en matière de nucléaire ? Nous comprenons parfaitement les soucis d'Israël, les préoccupations en ce qui concerne l'Iran et nous
faisons, je crois, ce qui est possible pour rassurer Israël. Nous avons également ces besoins de sécurité que nous prenons à cœur lorsque nous continuons ces négociations avec les 3 Européens plus 3. Nous discutons donc du programme nucléaire iranien et nous voulons nous assurer que ce programme est pacifique et nous comprenons donc parfaitement les préoccupations d'Israël. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Lars Faborg Andersen. Je rappelle donc que vous êtes ambassadeur et que vous dirigez la délégation de l'Union européenne ici en Israël. Et vous étiez ce soir l'invité du Grand Direct pour évoquer donc évidemment ce dossier qui accapare, on va dire, une bonne partie des relations entre l'Europe et Israël, les négociations de paix israélo-palestiniennes. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été invité du Grand Direct. Merci à vous.